Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa religion. Tu manifestes toujours la solidarité étroite qui unit les membres d'une même famille. Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme quand ton bien le plus sacré. Tu as le souci constant de ta forme physique. La mission est sacrée, tu exécutes jusqu'au bout et s'il le faut, en opération, au péril de ta vie. Au combat, tu agis sans passion et sans haine. Tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes blessés, ni tes morts, ni tes armes. Le légionnaire, il ne s'engage pas pour servir la France dans un premier temps, il s'engage pour servir la Légion étrangère. D'ailleurs, la devise de la Légion, c'est Legio Patria Nostra, avec le mot patrie au milieu. Mais comme la Légion étrangère fait partie intégrante de l'armée de terre, de l'armée française, et donc de l'armée de terre française, eh bien, de facto, il sert, jusqu'au sacrifice s'il le faut, la France. Quand on s'est engagé, on a donné notre parole, on la tient. Et puis quand on voit ce que c'est que la France, on n'a qu'une envie, c'est de tout donner pour la France. Moi, toute ma famille est militaire de père en fils, donc j'ai toujours baigné dans le milieu militaire. Et j'ai même été enfant de troupe quand j'étais adolescent. Et j'ai toujours baigné dans la culture du mythe de la Légion étrangère. Donc j'ai toujours voulu être légionnaire, devenir un homme des troupes d'assaut françaises. Donc dès que j'ai pu, je me suis engagé à la Légion étrangère, à 17 ans. La Légion étrangère, c'est un mythe. Et faire partie d'un mythe, c'est exceptionnel. Les képis blancs, les bérets verts, c'était toujours une grande valeur qui me retirait pour engager et pour rechercher la vie française. Alors, un légionnaire qui sert la Légion étrangère, dans les règles en général, peut acquérir la nationalité française à partir de 5 ans de service, donc à la fin du premier contrat. Voilà. Dans la réalité, peu le demandent, en tout cas peu le demandent sitôt. Ça vient souvent un peu plus tard, lorsqu'ils ont eu le temps de créer une famille, de s'implanter et de goûter la vie en France. Et je n'ai pas en tête le pourcentage exact personnel qui demande la nationalité française, ça dépend en fonction des époques et des nationalités, mais ils sont loin d'être une majorité. Mais en principe, c'est à partir de 5 ans. Il y a autant de motivation à l'engagement chez nos candidats que de candidats. Alors de fait, les uns viennent pour l'aventure, d'autres viennent pour le mythe de la Légion, d'autres viennent parce qu'ils sont en rupture avec un passé douloureux, politique, c'est un peu plus rare maintenant, familial souvent, professionnel. Certains peuvent avoir des désillusions, ceux qui sont venus pour chercher la guerre à tout prix, ceux qui sont venus pour chercher le sang, la violence. Là, il y a des désillusions parce que la Légion étrangère est une troupe régulière et pas une troupe de mercenaires qui combat dans un état de droit, avec des règles d'engagement et qui fait que ceux qui seraient venus chercher ça, pour peu qu'ils n'aient pas été détectés et écartés à la sélection à l'origine, ceux-là peuvent se trouver déçus. Maintenant, ils sont une petite minorité. En règle générale, ceux qui viennent chez nous savent à quoi s'attendre et savent où ils mettent les pieds. Ce qui est certain, c'est que tous, en général, viennent y chercher une seconde chance, une deuxième vie. Et puis certains aussi, voire tous, mais ça se conjugue avec d'autres facteurs, viennent aussi pour des raisons économiques. Quand on gagne 200 € à peu près en Ukraine en étant lieutenant dans l'armée ou la police, le calcul est vite fait pour faire vivre sa famille. Par rapport à l'étranger, souvent on trouve qu'on est mal payé pour des soldats, mais bien payé par rapport à l'étranger. Donc quand la France vous donne tout, vous donnez tout en échange. C'est ma patrie, c'est comme notre mère. On est toujours prêt pour sacrifier notre vie pour notre mère. La France aujourd'hui, c'est comme ma mère. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé, elle me fait vivre. Donc c'est normal que s'il y a besoin, demain j'aille mourir pour elle. La Légion étrangère, on savait pourquoi on engage. Quand j'entrais à la Légion, je savais que s'il faut,
il y a sans problème. Je peux mourir pour la France et je peux mourir pour la Légion et pour mes camarades. Moi, j'adore la France. Et quand j'étais jeune en Hongrie, je regardais des films Lise de Funès, La Boum. C'est que comme je regarde, c'est ma maison ici. Parfois, je dis que je ne sais pas comment il faut traduire correctement. Mais je dis toujours qu'en Hongrie, je suis à la maison, mais France, c'est ma maison. Et parce que ma femme, déjà, elle est française. J'ai une petite fille. Bientôt, j'ai un deuxième enfant, c'est un garçon. Donc, moi, j'adore la France. Et donc, moi, je pense que je reste. Je veux que ce pays brille. Quelle formation offre la Légion étrangère pour un jeune qui voudrait s'engager demain? Qu'est-ce qu'il apprendra? Dans un premier temps, à être un soldat qui serre la main française. Donc on va lui apprendre la langue française pour commencer, la rigueur, on lui apprendra à avoir une vie structurée, hiérarchisée. Et il devra s'adapter pour devenir un soldat de l'armée française, au sein de la Légion étrangère. Il faut évidemment un sens du devoir. Ce n'est pas inné, ils l'apprennent. Une très bonne condition physique, ce n'est pas inné non plus, on a des prérequis minimums, mais ensuite ils l'acquièrent aussi. Une très bonne rusticité. On va lui apprendre une partie technique sportive, c'est-à-dire améliorer toutes ses qualités physiques. Ce qu'on retrouve dans tous les programmes de sport traditionnels, hein, donc l'endurance, la résistance, la vitesse, la puissance, l'explosivité. Voilà, on va essayer de développer toutes ces qualités physiques et ensuite on va l'orienter progressivement sur les parties beaucoup plus spécifiques du soldat qui sera engagé en opération. Il y a aussi cette légende, enfin une légende qui est vraie, mais on abandonne son identité quand on s'engage à la Légion pour en adapter une autre. Est-ce que le légionnaire, du coup, dans sa vie civile, va devoir adopter cette nouvelle identité? Alors non, d'abord ce n'est pas une légende, tous les légionnaires s'engagent avec une identité déclarée, donc c'est une vraie fausse identité, qui a pour objet, dans un premier temps, de le mettre tous sur un pied d'égalité. On peut s'engager à la Légion étrangère, en principe, sans aucun document écrit. Donc on a besoin, nous, de vérifier qui sont ces gens-là. Ils déclarent l'identité dite réelle à l'engagement, mais nous, on veut pouvoir la vérifier. Et on veut pouvoir la vérifier et on veut pouvoir aussi les protéger. Typiquement, des gens qui seraient recherchés pour des raisons politiques, eh bien, si on les recrutait d'emblée sous leur nom d'origine, il peut y avoir des démêlés, c'est le cas par exemple des Chinois. Et donc on les recrute tous sous identité déclarée, ça c'est le premier pan. Alors ça dure plus ou moins longtemps, ceux qui n'ont aucune difficulté sur le plan personnel, judiciaire ou familial, etc., ou qui simplement, sans ces difficultés-là, demandent à retrouver leur nationalité réelle, le peuvent assez vite, hein, au bout de 6 mois ça peut être fait, les procédures commencent à être lancées. Et puis pour tous, dans ce laps de temps plus ou moins long entre le retour à l'identité réelle et l'engagement, eh bien, ils vivent, mais alors ils vivent dans des conditions qui sont restreintes. Ils ne peuvent pas prendre évidemment d'emprunt, ils ne peuvent pas pas avoir un compte en banque particulier, ils ne peuvent pas prendre d'assurance, donc pas avoir de voiture, etc. On ne va pas non plus faire des documents, faux documents français. Donc ils ont, entre guillemets, une fausse identité militaire, avec des documents militaires, mais ça se limite à cette sphère-là. Est-ce que la Légion étrangère a déjà été infiltrée, sachant que c'est potentiellement un risque? Comment font les services pour s'assurer de cette loyauté de chacun des soldats? Comment vous pouvez ressentir? Alors la Légion étrangère a déjà été infiltrée de façon organisée et observée dans l'histoire, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale, par des Allemands inféodés au régime politique de l'Allemagne à l'époque, en clair des nazis, qui sont engagés de façon relativement importante dans les rangs de la Légion étrangère. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'a été créée ce qu'on appelle maintenant la DSPLE, qui est notre organe de sécurité, qui a pour but précisément de surveiller un petit peu tout ça. Voilà, depuis, il y a pu y avoir des tentatives individuelles, mais en tout cas rien d'organisé. Alors, en règle générale, les cas comme ça sont décelés avant même l'engagement, et ensuite la Légion étrangère, en fonction de la gravité des faits, est amenée soit à les dénoncer, soit à informer les services de renseignement français. Voilà, mais en tout état de cause, lorsqu'il y a un risque avéré, que c'est contraire à nos lois, les gens ne sont tout simplement pas engagés. Donc le risque d'infiltration est très très maigre. Il n'est pas impossible, hein, mais il est très maigre et bien verrouillé. Comment la Légion a géré en 1945 l'arrivée de volontaires allemands qui ont pu combattre la France quelques années auparavant? Bon, qui ont même quasiment tous combattu la France auparavant, hein. Elle l'a fait assez naturellement en les engageant pour les envoyer au front, et au front en Indochine en particulier. La Légion étrangère était en grande partie composée d'Allemands en Indochine.
Donc si vous voulez, c'était un petit peu ou les camps de prisonniers ou les rangs de la Légion étrangère au service de la France. Et globalement, ça s'est fait assez naturellement. Oui, tous ont été très loyaux et beaucoup ont donné leur vie pour la France, puisque plus de 12 000 légionnaires sont morts en Indochine, et parmi eux, une majorité d'Allemands. Est-ce que quelqu'un qui arrive en France de façon illégale, est-ce qu'il peut s'engager dans la Légion? Oui, son statut militaire le régularise. Alors, il arrive parfois que certains aient même des arrêtés d'expulsion, mais dans ce cas-là, on a une négociation, bien entendu, avec la justice, qui, dans la plupart des cas, sauf lorsqu'il y a des problèmes juridiques importants, lève l'arrêté d'expulsion et les gens sont régularisés naturellement en étant chez nous. Le fait d'être militaire, engagé dans une fronton régalienne au sein de l'armée française fait qu'en fait, ils deviennent entre guillemets réguliers. Ce n'est pas un cas courant, c'est assez rare. La plupart de ceux qui viennent, en règle générale, ont quand même un minimum de papier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Légion étrangère a recruté au fil de son histoire, au gré des grandes mutations géopolitiques et de l'Europe essentiellement, puis maintenant un petit peu plus largement du monde. Donc en fait, pour vous faire un panorama un peu rapide en coupant dans les virages, en démarrant au XXe siècle, les légions étant créées au XIXe, vous le savez, 1831 précisément, et bien la Légion étrangère a recruté par exemple beaucoup de Russes en 1917, vous vous doutez pourquoi, beaucoup d'Espagnols en 1936, beaucoup d'Allemands en 1945, et puis la chute du mur, pas mal de personnel de l'Est en particulier. Aujourd'hui, en 2020, la Légion étrangère recrute principalement des gens toujours des pays de l'Est, notamment des Ukrainiens, mais également des Brésiliens, des Colombiens ou des Népalais. Donc on a vraiment une fluctuation des nationalités au gré, encore une fois, des évolutions géopolitiques du monde. Alors il y a autant de différences entre un Népalais et un Colombien ou entre un Ukrainien et un Ouzbek qu'entre un Chinois et un Canadien. Donc si vous voulez, c'est toute la difficulté à faire des comparatifs. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que comme tous passent par le même moule qui est le 4e régiment étranger, à la fin, avec cette nationalité, on a un légionnaire différent intrinsèquement, mais sur le plan des usages, sur le plan de la culture militaire, sur le plan de la formation militaire, des capacités opérationnelles, identiques entre guillemets. Comment la Légion gère le souci de toutes ces religions qui cohabitent? Alors, elle le gère assez facilement parce que d'abord, elle applique un code qu'on appelle le code du légionnaire. Je peux vous montrer un petit exemplaire. Là, chaque légionnaire l'a sur soi, en principe chaque officier aussi. Donc c'est une petite carte avec un code du légionnaire. Et ce code du légionnaire stipule dans son article 2 que chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa religion. Donc ce code du légionnaire, ce n'est pas uniquement un artefact que les légionnaires l'apprennent par cœur, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie fait que, on impose aux légionnaires de respecter l'autre légionnaire, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion, sa philosophie. Ensuite, concrètement, bon, c'est bien de le dire, mais dans les faits, on les mélange. On les mélange dès la phase de sélection et on détecte dès la phase de sélection et d'incorporation ce qui justement n'arrive pas à se mélanger. Et donc du coup, le type qui n'arrive pas à vivre avec un noir dans une chambre quand il vient d'Ukraine, on ne l'incorpore pas, on ne le récupère pas dans nos rangs. Et puis ensuite, c'est qu'il peut avoir des difficultés ou s'en étonner ou avoir du mal à s'y faire, il s'y fait naturellement parce que de toute façon, il n'a pas le choix et qu'il est mélangé avec des types de nationalités complètement différentes de la sienne au quotidien pendant pendant toute sa vie de légionnaire et puis au quotidien jusque dans sa chambre pendant les 5 premières années à la Légion étrangère. Donc c'est en fait par le mélange, ce qu'on appelle chez nous l'amalgame, que ça se fait de façon très naturelle. Puis ensuite, vous savez, la vie du légionnaire est rude. Les opérations sont là, l'entraînement est là, la sueur épargne le sang, parfois le sang coule en opération. Et quand on est au combat, que le type à côté soit noir, juif, musulman, orthodoxe, beaucoup d'orthodoxes chez nous ou pas, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est un camarade qu'il faut les sortir de la merde quand il est dans la merde, qui va nous sortir de la difficulté quand on l'est nous-mêmes. La Légion intègre donc des milliers d'étrangers chaque année À peu près, en moyenne, sur les dernières années, 1500 par an à peu près, oui. Qu'est-ce que la société aurait à apprendre de la Légion, sachant qu'elle a du mal à le faire? Alors tout d'abord, je ne suis pas sûr que les modèles soient comparables, si vous voulez. On parle d'une troupe militaire, avec un métier spécifique, avec un recrutement spécifique. Donc on a ici une entité qui est composée à 90% d'étrangers, ce qui n'est pas le cas de la société française. Je vais apporter de jugement sur la société française, qui est la mienne. Ce que je constate, c'est qu'à la Légion étrangère, on cultive des vertus de sacrifice, de courage et d'abnégation, de don de soi. L'individualisme n'a pas sa place. Donc ces simples valeurs elles-mêmes pourraient déjà aider une société quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que la société française.
Mais si vous voulez, ce que cultive la Légion étrangère, c'est des valeurs qui sont propres à toutes les armées, et notamment à l'armée française. Après, la spécificité chez nous, c'est qu'effectivement, on les fait adopter à des gens qui sont étrangers et, comme je disais tout à l'heure, de cultures très différentes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à prendre, mais beaucoup de ces choses ne sont pas non plus applicables dans une société entière, si vous voulez. Alors peut-être que dans le monde de l'éducation, peut-être que dans le monde du sport, peut-être que dans des collectivités, précisément, on pourrait les mettre en place, mais en soi, le modèle n'est évidemment pas transposable. La Légion a une très glorieuse histoire. Est-ce que vous, en tant qu'officier français de la Légion étrangère, dans votre commandement, est-ce que vous avez la pression par rapport à ce passé? Comment vous vivez cet héritage qui vous met la pression, entre guillemets? On a une devise à la Légion étrangère, on en a plusieurs. On a Legio Patria Nostra, elles sont d'ailleurs inscrites sur le fondement de notre musée. On a une autre, c'est More Majorum, ce qui veut dire à la manière des anciens. C'est-à-dire qu'on a comme principe de toujours faire, si possible, aussi bien, voire mieux que nos anciens. Et donc c'est un véritable défi de chaque instant. Ça nous impose, ça nous met en demeure de nous entraîner beaucoup, avec rigueur. D'ailleurs un article du Code de légionnaire, encore lui, qui dit « tu t'entraînes avec rigueur, ton arme est ton bien le plus précieux. Tu entretiens ta forme physique en permanence. » Donc si vous voulez, on a le souci d'entraîner beaucoup, de préparer beaucoup opérationnellement nos légionnaires pour qu'ils soient à la hauteur de nos anciens et que lorsque la France décide de nous engager en opération, eh bien on soit au top. Ça demande beaucoup de travail, mais je crois que c'est comme ça que nos anciens faisaient déjà. Donc c'est des manières, plutôt des méthodes assez simples, du travail, de la répétition beaucoup, parce qu'un légionnaire qui n'est pas francophone, il faut répéter et répéter, pas répéter à la voix, mais répéter au combat, répéter un exercice. Répéter 15 fois la façon dont on utilise son fusil, dont on le nettoie, les yeux fermés, répéter comment on se poste, avoir une bonne condition physique, voilà tout ce qui fait qu'on s'entraîne pour être encore une fois à la hauteur, à la manière de nos anciens, More Majorum. Le sacrifice est au cœur des valeurs de la Légion étrangère et ça se concrétise de façon assez concrète. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler du Noël de la Légion, qui est un moment où, au lieu de passer le Noël dans votre famille, chacun va le passer à la Légion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette tradition et son maintien? Alors c'est une tradition qui est ancienne et qui date d'une troupe qui était, il ne faut pas l'oublier, à l'origine essentiellement déployée en Afrique du Nord et donc à l'étranger en partie, et puis beaucoup en opération. Et donc une troupe finalement jamais chez elle à Noël. Alors du coup la tradition Noël s'est peu à peu mise en place, parce que quand on est dehors sur le terrain et que le 24 décembre et le 25 décembre, et que la majorité des recrues de la Légion étrangère, notamment dans le 19e siècle et le 20e siècle, sont des chrétiens, il faut dire les choses comme elles sont, et encore aujourd'hui, majorité d'orthodoxes, eh bien, même si les dates pour les orthodoxes ne sont pas les mêmes, on fête Noël. Quand on est dehors sur le terrain, au coin du feu, un bivouac, en opération ou en entraînement, on fête Noël ensemble et pas avec sa famille. Et puis ensuite, même lorsqu'on est au quartier, eh bien, beaucoup de jeunes légionnaires ne peuvent pas rentrer chez eux pour Noël. Parce que soit ils ne peuvent pas pour des raisons de sécurité, soit ils ne peuvent pas parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher, parce qu'ils n'ont plus de famille, parce qu'ils ont tout plaqué en partant de chez eux. Et donc on ne va pas les laisser seuls, isolés, à tomber dans le cafard, qui est un piège terrible pour le légionnaire. C'est là qu'ils font des grosses bêtises, pour être poli. Et bien donc du coup, la meilleure façon de passer Noël avec eux, c'est de le passer précisément avec eux. Alors évidemment, c'est dur pour les familles de ceux qui sont mariés, mais elles ne sont pas abandonnées pour autant. On les quitte après les offices religieux pour ceux qui y vont en fin de soirée le 24. On les retrouve le 25 matin pour ouvrir les cadeaux avec les enfants. Ce n'est pas non plus la mer à boire, c'est juste une question d'habitude. Mais c'est indispensable, parce que je pense que le jour où la Légion étrangère abandonnerait cela, elle perdrait une grande part de son âme. Parce que finalement, au-delà de tout ça, au-delà de la nécessité, la fête de Noël est devenue la fête principale légionnaire. On a la fête Cameron, qui est un peu notre fête traditionnelle, la grande bataille qu'on fête comme beaucoup d'autres unités fêtent des grandes batailles. Bazeille pour les troupes de marine, la Saint-Michel pour les parachutistes. Nous, on fête Cameron. Mais la fête qu'on a en propre et qu'on est la seule à fêter de cette façon-là, c'est Noël. Et le cœur de la vie légionnaire, on est qu'entre nous. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Il n'y a que nous. C'est la grande fête de la Légion où les barrières disparaissent entre les catégories, où on peut s'épancher, avoir un petit coup de cafard, et bien son coup de cafard, peut-être pleurer un bon coup sur l'épaule de son chef, ou lui dire ce qui ne va pas, et ça c'est une richesse absolue. Et moi je manquerai un légionnaire Légion tant que je suis dans cette troupe extraordinaire pour rien au monde. Vous avez déjà eu ces soldats avec un coup de cafard qui vous ont substitué à cette famille qui leur manquait? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, évidemment, en général, l'alcool aidant,
Ça arrive, oui. C'est pas des gens à pleurer facilement, mais ça m'est déjà arrivé. Oui. C'est arrivé à ma femme même, qui avait de façon systématique pendant 3 années de suite, le même légionnaire qui à Noël avait un coup de cafard terrible et tombait dans ses bras parce que il lui rappelait une sœur qu'il avait perdue, qui était morte, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais encore une fois avec l'alcool. Et c'est un gars qui buvait 1 fois par an à Noël, mais un bon coup. Tous les légionnaires, enfin pas à 5 ans de service, mais dès qu'ils ont plus d'ancienneté, bénéficient, comme tous les militaires français, d'une reconversion s'ils partent. Mais ça, c'est l'agence de la reconversion de la défense qui s'en occupe. Mais ce qu'on a surtout d'unique à la Légion étrangère, c'est un système de solidarité. On a un personnage emblématique à la Légion qui est le général Rollet. Le général Rollet a été un héros de 14-18. Il a commandé le régiment de marche de la Légion étrangère pendant la Grande Guerre, auréolé de gloire. Il était le premier inspecteur de la Légion étrangère et le premier général commandant la Légion étrangère. Et il aurait croisé un jour un légionnaire médaillé militaire, c'est la Légion d'honneur pour les militaires du rang, les sous-officiers, quasiment clochard sur les quais de Marseille. Vous savez que la Légion étrangère étant déployée essentiellement en Afrique du Nord, à l'époque, Marseille était la porte d'entrée pour aller à la Légion étrangère et rejoindre ensuite l'Afrique. Et il s'est dit que ce n'était pas possible de croiser un légionnaire héros clochard, et il a décidé de monter un système de solidarité qui existe encore de nos jours, qui est très prégnant et qui fait qu'un légionnaire qui a servi entre 5 ans, mais même un peu moins, et jusqu'à 10, 20 ans, 30 ans dans les rangs de la Légion étrangère, avec honneur et fidélité, et qui a obtenu un certificat de bonne conduite qui est attribué par le général commandant la Légion étrangère et lui seul, eh bien, bénéficie de tout ce système de solidarité. C'est quoi? C'est des aides, des prêts financiers si besoin. C'est des maisons de retraite, entre guillemets, on en a 2. La maison du légionnaire à Auriol, l'Institut des Invalides de la Légion étrangère à Puy-Loubier auprès de la Sainte-Victoire, et qui permettent d'héberger ces légionnaires qui parfois sont des blessés de la vie. C'était au départ fait plutôt pour les blessés de guerre, notamment après l'Indochine, beaucoup, qui sont maintenant des blessés de la vie souvent, et puis qui n'arrivent pas à s'en sortir après des périodes douloureuses, un échec éventuellement professionnel, mais également parfois familial, et qui appellent leur première famille, qui est la Légion. Et là, sans condition de ressources, on les récupère, on les héberge. D'abord, c'est un coût. L'armée, ou plutôt l'État, ne donne pas grand-chose, à part le salaire des militaires qui y servent, à Puy-Loubier. Et on a des gens qui, effectivement, ont servi 5 ans et qui, 60 ans après, reviennent dans les rangs de la Légion étrangère pour y terminer leur vie. Ou tout simplement, comme l'ex-adjudant-chef Monarchat, héros de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Indochine ensuite, qui a libéré la France, lui, veuf, ayant eu une belle carrière professionnelle, eh bien, a voulu terminer ses jours auprès des siens, à l'issue de la vie de la Légion étrangère. Il est mort plus que centenaire dans les rangs de la Légion. Voilà ce que c'est que la solidarité Légion. Quelle est la plus grande fierté militaire au plan opérationnel de ces 10-15 dernières années de Légion? Vous m'aurez dit de ces bientôt 2 siècles de Légion, vous aurez répondu Cameroun, évidemment, notre bataille emblématique. Je pense que la Légion, depuis 15 ans, a participé à la plupart des grandes opérations françaises. Donc sur l'échelle de temps que vous me donnez, c'est essentiellement l'Afghanistan et puis les opérations au Mali et dans la région du Sahel. Donc je ne saurais pas vous dicter de périodes particulières. Si je devais en citer une, peut-être l'opération Serval en 2013, lorsque le 2e REP en particulier est intervenu dans les Adras des Ifoghas, où il a fait un boulot extraordinaire, faisant la guerre qu'on ne l'avait pas faite depuis très longtemps, allant chercher les djihadistes quasiment la cuillère à escargot dans les grottes et les cailloux. Mais pour autant, en Afghanistan avant, toujours au Mali ensuite, il y a eu bien d'autres faits d'armes, peut-être plus petits par la masse employée, réalisés par les légionnaires. J'ai 8 opérations extérieures, essentiellement dans les années 90 à 2000. Je dirais que l'ex-Yougoslavie, l'hiver 95-96, a été très difficile par les conditions climatiques. Il faisait très froid, on n'était pas très bien équipés. La Centrafrique, ça a été physiquement très intensif. On a eu très chaud à plusieurs reprises. Il y a eu la Somalie aussi, pour les conflits qui ont été les plus dangereux. Voilà. J'ai fait 2 fois le Kosovo, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Chaque terrain a été dur dans sa spécificité. Le Kosovo, ça a été dur parce que la première fois, c'était en hiver. Les moins 20 degrés en ex-Yougoslavie, c'était pas facile. La Côte d'Ivoire, parce que c'était au moment du premier mandat Licorne. Là, c'était quand même une vraie mission de combat, donc c'est jamais évident. Le plus triste, c'est toujours voir les enfants. La tristesse, peut-être. Les fins. C'est toujours, par exemple, si on passait à Côte d'Ivoire ou on est passé à Centrafrique, n'importe une autre mission.
Mais voir les enfants, c'est toujours dur, même pour les soldats. Souvent, dans ces opérations, on voit un peu le pire de l'humanité quand même. Les plus beaux souvenirs, c'est surtout la fraternité qu'il peut y avoir entre les hommes quand vous abordez des situations difficiles, notamment en opération. Voilà, il y a vraiment une amitié qui se crée, un lien qui se crée, une fraternité d'armes en fait. Voilà, je pense que ça ne se retrouve pas ailleurs. Il faut le vivre pour le comprendre et le connaître. Le plus beau, c'est d'avoir été utile. Ce qu'on a beau dire sur place, nous on le sait qu'on a été utile, on a vu qu'on a été utile. Et voilà. Se rendre utile, c'est exceptionnel toujours. En Centrafrique, une fois, on s'est fait, c'était fin 96, on s'est fait encercler par plusieurs rebelles qui étaient armés de machettes et de coupe-coupe. On était un tout petit groupe, ça a été tendu pendant un sérieux moment. Ça s'est bien soldé parce qu'on a réussi à négocier un peu avec eux, puis entre-temps le reste des troupes est arrivé, puis ça s'est séparé. Mais ça a été tendu. Les premières opérations extérieures quand j'ai allé à Djibouti, bien sûr, c'est la première fois que j'ai vu en Afrique, première fois que j'étais couvrir les fêtes avec mes camarades, même si je ne parlais pas bien français, ça a été un super bon souvenir. Et ça m'a marqué le cœur et ça reste toujours en grande heureux dans mon cœur de cette passage de Djibouti, comme la première mission. 30 ans dans la Légion, Major Gérald, ça fait quoi? Je peux vous dire que ça passe très très vite. En fait, je n'ai pas l'impression d'avoir fait 30 ans. Voilà. Si vous êtes à Aubagne et les jeunes engagés arrivent ici au test de sélection, et quand je les vois, ça me fait toujours bizarre parce que j'imagine pas que c'était il y a 30 ans que j'étais à leur place. C'est passé très très vite. Quand vous vous retournez, que vous voyez 22 ans de service, vous pensez quoi de vous-même? Je me dis que le petit, il a bien grandi, il se porte bien. Est-ce que vous avez toujours les mêmes idéaux que quand vous vous êtes engagé? Oui, on garde les mêmes idéaux, on les renforce. Au fil des opérations, au fil de ce que l'on voit, ça renforce nos idéaux encore plus.